Deuxième partie, j'ai expliqué ce matin que les solutions qui étaient entre les mains des libraires étaient de trois types. Les solutions qui étaient développées par les libraires eux-mêmes, les solutions qui relevaient des discussions avec les éditeurs, les diffuseurs à travers les relations commerciales, et puis le troisième type de solutions qui relevait de la politique publique. Donc en matière de politique publique, on peut distinguer quatre grands axes, ce qui relève du prix unique du livre, de la fiscalité et particulièrement de la TVA. Troisième axe, les mesures d'aide financière. Et quatrième axe, ce qui relève des collectivités locales et non pas de l'État au niveau national. Ce renforcement de la politique publique, il prend aujourd'hui un relief particulier puisque la ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, a lancé dès son arrivée il y a 1 an et demi un plan en faveur de la librairie. Nous avions au syndicat de la librairie profité de l'élection présidentielle de 2012 pour mettre en avant 12 propositions pour la librairie indépendante. Et à ce titre, nous avions rencontré la future ministre de la Culture qui s'occupait des questions culturelles dans l'équipe de François Hollande. Et nous avions rencontré également François Hollande, futur président de la République, donc pour plaider auprès d'eux la nécessité de pousser plus loin la politique en faveur des librairies. Et donc ces demandes ont été en large partie entendues et sont aujourd'hui reprises dans le plan librairie que je vais vous présenter. Donc, premier axe, le renforcement du prix unique du livre. Je sais que c'est un sujet qui fait beaucoup débat au Québec. En France, le prix unique du livre est finalement relativement récent, parce que nous avons des pays comme le Danemark ou l'Allemagne dans lesquels un prix unique du livre s'applique depuis plusieurs siècles. La loi française, comme vous le savez peut-être, s'applique depuis 1981 et elle a été étendue en 2011 au livre numérique. Pour renforcer ce prix unique du livre, une des premières mesures du plan librairie est de mettre en place la fonction d'un médiateur du livre qui sera chargé de veiller à la bonne application du prix unique du livre. Il faut savoir que depuis 1981, c'est-à-dire depuis plus de 30 ans, il revient aux syndicats professionnels et en fait au seul syndicat de la librairie française. On peut remarquer que le syndicat de l'édition n'a pas joué ce rôle, mais les actions en justice qui sont engagées pour faire respecter le prix unique du livre le sont par le seul syndicat de la librairie. Tant qu'on était entre des acteurs connus, traditionnels, souvent la grande distribution, c'était des contentieux qui étaient gérables par un syndicat comme le SLF. Nous bataillons depuis des années dans des actions en justice contre Amazon. Là, vous imaginez bien que on est dans un rapport de force, dans un rapport financier aussi, très déséquilibré. Et donc, nous avons souhaité que ce médiateur du livre puisse être investi d'une autorité pour faire bien appliquer ces lois sur le prix unique du livre. Donc, ce médiateur du livre qui sera mis en place cette année, la loi a été votée en janvier 2014, sera chargé d'abord mettre les acteurs autour de la table quand il y aura un contentieux ou des pratiques sur lesquelles nous nous interrogeons par rapport à leur compatibilité avec le prix unique du livre. Le médiateur du livre aura l'autorité pour convoquer ces personnes, convoquer Amazon, convoquer d'autres acteurs, la grande distribution, et les mettre autour de la table pour essayer de favoriser des conciliations, c'est-à-dire autant que faire se peut pour éviter les contentieux. Il pourra saisir le juge lui-même lorsque ces conciliations n'auront pas abouti, et il pourra préconiser aux professionnels, au pouvoir public, des améliorations de la loi ou des extensions de la loi. Ce renforcement du prix unique du livre, il est particulièrement important aujourd'hui dans la concurrence qui se livre entre des pure players sur Internet tels qu'Amazon et les circuits physiques de vente,
Nous sommes dans une bataille aujourd'hui en France très, très franche et très dense avec particulièrement Amazon, puisque même si la loi dont je vais vous parler ne cite jamais Amazon, nous considérons que l'intrusion de ce nouvel acteur sur le marché a totalement brouillé les cartes, dans la mesure où c'est un acteur qui ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. C'est un acteur qui essaye de contourner en permanence le prix unique du livre. C'est un acteur qui, en 2008, a essayé de faire voter des amendements à la loi sur le prix unique du livre. Il n'était pas très loin d'y arriver. Donc c'est vraiment une pratique, j'ose le mot, même s'il est violent, mais une pratique de prédateur en France, mais dans les autres pays aussi. C'est un acteur qui développe une stratégie de dumping qui, en France, sur le livre, prend la forme d'un rabais systématique de 5% sur le prix du livre. Donc ça, c'est la loi, tout le monde peut le faire. Mais en plus d'offrir aux clients ce rabais automatique de 5% sur le prix du livre, Amazon offre également les frais de port sans minimum d'achat. Et ça, nous voyons bien que pour les libraires, il est absolument impossible de suivre ces conditions-là. C'est-à-dire qu'un libraire qui offrirait à ses clients les mêmes avantages qu'Amazon, le rabais systématique de 5% sur le prix du livre et la gratuité des frais de port, ce libraire perd de l'argent sur quasiment tous les livres qu'il vend. Donc offrir les mêmes avantages qu'Amazon, c'est perdre de l'argent, et ne pas offrir les mêmes avantages, ce que les libraires font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils font souvent le rabais de 5%, mais ils n'offrent les frais de port qu'à partir d'une commande de 40-50 $. C'est limiter bien évidemment son nombre de clients, puisque sur Internet, l'effet prix joue un rôle particulièrement important. La concurrence déloyale que les libraires estiment subir de la part d'Amazon, elle est donc nourrie par cette politique de dumping qui elle-même est nourrie par l'évasion fiscale, puisque le dumping, pour donner quelques chiffres, Amazon en 2013 aura perdu dans le monde et sur l'ensemble des produits, par la pratique de la gratuité des frais de port, plus de 3 milliards de dollars américains. Plus de 3 milliards de dollars américains de pertes sèches, c'est-à-dire que les frais de port coûtent à Amazon chaque année 4 milliards et demi de dollars américains, et Amazon ne refacture à ses clients qu'1,5 milliard. Ça veut dire que c'est une perte sèche de plus de 3 milliards de dollars. Donc on voit bien que c'est un véritable investissement dans la perte, quelque part. Donc c'est du vrai dumping. Et en matière d'évasion fiscale, il y a un contentieux en cours entre les services fiscaux français et Amazon. Amazon doit plus de 300 millions d'euros. Alors je jongle entre les monnaies, mais ça doit faire plus de 400 millions de dollars canadiens à l'État français pour des impôts qui ne sont pas payés sur son territoire. Donc c'est du dumping qui est alimenté par de l'évasion fiscale. Donc on voit bien là la concurrence déloyale entre Amazon et les autres acteurs, les libraires, mais aussi les chaînes, mais aussi la FNAC. C'est-à-dire que pour ce sujet-là, tout le monde, tous les acteurs physiques sont mis dans la même position, malheureusement. Donc nous avons poussé pour qu'il puisse y avoir une régulation de cette concurrence. Encore une fois, il ne s'agit pas de bannir ou de repousser de nouvelles formes de concurrence. Il s'agit de demander que cette concurrence s'exerce dans des conditions plus loyales que ça n'est le cas aujourd'hui. Donc il y a une loi qui est en discussion au Parlement français actuellement qui prévoit 2 mesures. La première, c'est l'interdiction du rabais de 5% pour les achats qui sont effectués sur Internet et qui sont livrés à domicile. Le rabais de 5% reste applicable lorsque les achats sur Internet sont retirés dans des librairies. Et la deuxième mesure, c'est l'interdiction de la gratuité des frais de port. Alors c'est un sujet, si vous le souhaitez, je pourrais entrer plus dans les détails, mais qui est juridiquement assez compliqué. Nous n'avons malheureusement pas pu aller plus loin juridiquement que l'interdiction de faire zéro, c'est-à-dire l'interdiction de la gratuité. Amazon pourra, s'il le souhaite, facturer les frais de port 50 centimes d'euros par exemple.
il ne pourra plus, si la loi est votée, les rendre gratuits. C'est du symbolique, mais c'est du symbolique qui est important quand on sait qu'Amazon, comme la FNAC en France à Noël, ont axé leur communication sur la vente de livres, sur la gratuité des frais de port. Donc on voit bien que ça a un poids en termes de communication qui est important. Et pour les libraires, si cette loi est votée, ça leur permettra de dire à leurs clients que l'achat en librairie est dorénavant systématiquement moins cher que l'achat sur Internet livré à domicile, et tout simplement parce que la livraison à domicile, c'est une prestation complémentaire et que cette prestation complémentaire doit avoir un coût. Le deuxième axe, qui est celui sur la TVA, qu'on oublie souvent, mais qu'il faut bien évidemment citer, puisque ça représente un coût pour l'État qui est très important. Nous avons connu en France quelques péripéties en matière de TVA, puisque le précédent gouvernement avait remonté la TVA sur le livre de 5,5% à 7%. Et ça faisait partie des propositions du SLF pour l'élection présidentielle. Et le nouveau gouvernement a redescendu la TVA sur le livre à 5,5%, c'est-à-dire le taux le plus réduit qu'on puisse appliquer aujourd'hui, et le taux qui est appliqué aux biens de première nécessité comme l'alimentation. Donc voilà, nous avons plaidé pour défendre l'idée que le livre devait rester un bien de première nécessité. Sur les mesures d'aide financière, les libraires ont distingué quatre besoins de soutien financier pour des projets d'investissement, des créations, des agrandissements, des embellissements, des déménagements, des besoins en matière de trésorerie, de liquidité, des besoins en matière de transmission et des besoins en matière d'exploitation. Et nous allons voir que les dispositifs qui existent en France ou les dispositifs qui sont en train d'être créés répondent à certains de ces besoins, pas à tous, puisque le sujet qui demeure non résolu en quelque sorte est celui de l'aide à l'exploitation pour les libraires. En matière d'investissement, c'est le secteur qui est le mieux pourvu, le secteur pour lequel les besoins des libraires sont les mieux couverts, notamment à travers les aides d'une association que vous connaissez peut-être, puisqu'elle a soutenu quelques projets de librairie québécoise, l'Association pour le développement de la librairie de création, l'ADEL, qui est une association qui a été créée par des éditeurs principalement de littérature, Minuit, Gallimard, Seuil, La Découverte, qui aujourd'hui rassemble la grande majorité des éditeurs français, et c'est une sorte de caisse de mutualisation, c'est-à-dire que les éditeurs français cotisent chaque année à l'ADELC, et l'ADELC se sert de ses moyens pour soutenir des projets de libraires, partant du principe que si le réseau des libraires français venait à se fragiliser, c'est en amont la fragilisation des éditeurs eux-mêmes qui serait constatée. Donc l'ADELC existe maintenant depuis plus de 25 ans, a une action très, très efficace, notamment pour ces projets d'investissement qui sont également portés par le Centre national du livre, qui lui est un organisme public qui dépend du ministère de la Culture et qui apporte chaque année aux libraires entre 4,5 et 6 millions de l'équivalent de dollars canadiens. Sur la trésorerie, c'est une des nouvelles mesures du plan librairie, puisque nous n'avions pas... ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en matière d'investissement, il s'agit principalement de prêts à taux zéro. L'ADELC, comme le Centre national, donc octroie des prêts aux libraires sur une durée de 5, 6, 7, 8 ans, avec généralement 1 ou 2 années de franchise. Donc les libraires ne remboursent qu'au bout de 1 ou 2 ans. Et ce sont des prêts à taux zéro. Donc des prêts à moyen terme. Et ce dont nous ne disposions pas, c'était de prêts court terme pour des libraires qui rencontrent des problèmes de trésorerie.
Et donc, nous avons mis en place, avec l'aide de l'État, un fonds d'aide qui fonctionne depuis le mois de janvier, qui a été doté par le Centre national du livre. Alors, je précise que le Centre national du livre est un établissement public qui dépend du ministère de la Culture, mais qui ne fonctionne pas sur le budget de l'État. C'est très important de le dire, parce que, comme dans de nombreux pays, il y a une tension très forte sur les budgets publics. Donc, les moyens du Centre national du livre sont abondés par 2 taxes. Une taxe sur la vente des photocopieurs, scanners ou imprimantes, et qui représente à peu près les 3/4 des ressources du Centre national du livre, et une taxe sur le chiffre d'affaires des éditeurs qui réalisent plus de 500 000 euros, donc à peu près 750 000 dollars canadiens. Voilà, donc ça ne concerne pas les petits éditeurs, mais c'est un effort de solidarité de la part des éditeurs français. Donc ça n'est pas directement de l'argent qui vient des impôts des Français en quelque sorte. Donc ce fonds d'aide à la trésorerie a été doté par le Centre national du livre sur ces fonds de 7,5 millions de dollars canadiens. Il s'agit donc de prêts court terme qui sont remboursables dans les 12 mois et dont le montant ne peut pas dépasser 150 000 dollars ou 2 mois de chiffre d'affaires de la librairie. Et ce fonds est géré par, j'ai entendu parler au Québec d'une banque de la culture, je ne sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, l'IFSIC, l'Institut pour le fonctionnement du cinéma et des industries culturelles, est un établissement bancaire spécialisé dans les secteurs de la culture. Le plan librairie comporte également, sur le troisième besoin très important, prioritaire pour les libraires, qui est la transmission, comporte donc une mesure pour abonder un fonds qui existait déjà, qui était géré par l'ADELC, mais qui était épuisé, parce que il y a, comme je l'ai dit ce matin, je crois, de nombreuses librairies qui se transmettent actuellement en France par des libraires qui ont créé leur librairie dans les années 70-80 et qui souhaitent profiter d'une retraite méritée. Donc l'État, le Centre national du livre ont décidé d'abonder à hauteur de 6 millions de dollars canadiens ce fonds qui existait à l'ADELC. Donc encore une fois, il s'agit de prêts à taux zéro pour accompagner la reprise de librairie par des jeunes libraires. Vous connaissez les salaires des salariés en librairie. Évidemment, ces salaires ne leur permettent pas d'investir pour racheter des librairies qui sont généralement dans des locaux bien placés dans les centres-villes, donc qui se vendent relativement cher. Donc ce sont des dispositifs d'accompagnement pour faire en sorte que ces jeunes libraires puissent étaler dans le temps leur investissement. Je vous ai mis qu'il s'agissait généralement de remboursement sur des périodes de 5 à 8 ans avec 1 ou 2 ans de franchise. Nous allons de plus en plus, enfin l'ADELC va de plus en plus pour des projets de reprise sur des durées plus longues. Pour des grandes librairies, l'ADELC a pu faire des prêts à 10 ans et n'exclut pas du tout d'aller sur des prêts à 12 ans, voire 15 ans, voilà, si ça le nécessite. Les éditeurs français, au-delà de ce qu'ils versent au Centre national du livre, ont décidé de s'associer au plan librairie de la ministre de la Culture en apportant à l'ADELC 10 millions de dollars canadiens pour renforcer les moyens d'intervention de l'ADELC, donc sur ses missions traditionnelles d'aide à l'investissement, d'aide à la création, d'aide à la transmission, d'aide au déménagement. Alors il ne faut pas... ça peut paraître comme ça, comme une solidarité. Voilà, ça a été des mois et des mois de négociations, de tractations avec les éditeurs, mais j'ai vraiment le sentiment que la montée en puissance d'Amazon, la fragilité de la grande distribution, enfin, de la vente de livres dans la grande distribution en France, qui est le circuit qui se porte le plus mal, la fermeture de Virgin, la fermeture de Chapitre,
ont vraiment aidé à la prise de conscience par les éditeurs français de la nécessité de renforcer, de soutenir le réseau des librairies indépendantes. Autre volet du plan librairie, le doublement des aides aux librairies du Centre national du livre. Le Centre national du livre dépensait chaque année à peu près 3 millions de dollars canadiens pour les aides aux librairies. Donc c'est un montant qui va doubler et qui va permettre l'augmentation des aides sous forme de prêts à l'investissement et à la transmission, puisque le Centre national du livre intervient aussi sur la transmission des librairies, en dialogue bien évidemment avec la DELC, et une augmentation des aides à l'animation et à la valorisation des fonds, là sous forme de subventions, puisque c'est un dispositif qui a été créé il y a quelques années pour valoriser, reconnaître la politique d'animation qui est menée par les libraires, l'animation au sens large, pas seulement les invitations d'auteurs, mais aussi la façon dont les libraires mettent en avant des nouveautés plus difficiles à vendre et bien évidemment les fonds des éditeurs, les catalogues des éditeurs dont nous parlions ce matin. Alors, il reste le sujet de l'exploitation, puisque le sujet de l'investissement, des aides à l'investissement est assez bien couvert. Les aides à la transmission, nous avons des moyens nouveaux pour aider de jeunes libraires à reprendre les librairies. Sur la trésorerie, nous avons un nouveau fonds. Il reste le sujet, la question de comment les libraires, dans une situation très, très tendue que j'ai décrite également ce matin, peuvent trouver des moyens supplémentaires pour couvrir leurs charges. C'est un sujet qui reste pendant, dont nous discutons, mais nous n'avons pas encore aujourd'hui le dispositif de la part des pouvoirs publics ou de la part des éditeurs qui permettrait de répondre à ce besoin. L'objectif affiché des libraires, l'objectif affiché du syndicat de la librairie, étant de mettre en place un dispositif qui permettrait d'améliorer d'environ 2% la rentabilité des librairies, qui donc, je le rappelle, aujourd'hui tourne autour de 1%, et donc voilà, d'apporter cette bouffée d'oxygène supplémentaire aux libraires. Et donc nous avons pour cela 2 pistes qui pour l'instant n'ont pas pu aboutir. La première, dans les discussions avec les éditeurs et les distributeurs, sur la question de la prise en charge des frais de transport. Il se trouve que les frais de transport à la charge des libraires représentent grosso modo ces 2%. Donc c'est un sujet qui est sur la table et qu'on cherche à faire avancer, ou à travers un dispositif d'aide publique inspiré des aides que l'État français apporte aux salles de cinéma, qui sont des aides à l'exploitation et qui permettent aux salles de cinéma d'arrêt d'essai notamment de continuer à pouvoir présenter des films au public. Je terminerai parce qu'on l'oublie souvent. Dans la politique publique, il y a bien évidemment le rôle premier de l'État, notamment à travers son intervention législative, à travers des textes, des lois, à travers la fiscalité, mais il y a aussi le rôle important que peuvent jouer les collectivités locales, les villes, les communautés d'agglomération, les départements, les régions. Sur les marchés publics, ce sont principalement les collectivités locales qui détiennent à travers les écoles, les lycées, les bibliothèques, les budgets d'acquisition de livres, des exonérations fiscales, puisqu'il y a un dispositif qui existe en France au profit des librairies labellisées. Les 500 librairies labellisées dont je vous ai parlé ce matin peuvent bénéficier d'exonération fiscale de la part des collectivités locales, et nous avons de plus en plus de collectivités qui ont voté en faveur de ces exonérations. Et puis la question des loyers, qui est une question là aussi qui reste pendante et malheureusement pour laquelle nous n'avons pas trouvé de solution satisfaisante à ce jour. Rapidement sur les marchés publics, pour qu'on ait le temps de discuter, les marchés publics représentent en France plus de 20% du chiffre d'affaires des librairies, davantage pour les librairies spécialisées, notamment les librairies spécialisées jeunesse.
12% pour les bibliothèques, 8% pour les achats par les établissements scolaires. Ces marchés, puisque nous n'avons pas du tout l'équivalent de la loi de 51, qui bien évidemment est très séduisante pour nous, mais qui est en contradiction actuellement avec non seulement le droit français, mais le droit européen. Donc c'est un sujet un peu compliqué, puisque le droit européen proscrit tout critère géographique, tout critère local dans l'attribution des marchés publics. Donc c'est exactement l'inverse de ce que dit la loi de 51 chez vous. Mais la conséquence de cela, c'est que nous avons en France 3-4 grossistes nationaux qui prennent sur l'ensemble du territoire des marchés publics aux libraires indépendants. Et donc, régulation difficile, puisque comme je vous le disais, nous butons sur le droit français et le droit européen. Les exonérations fiscales, donc je viens de vous en parler, au profit des librairies labellisées LIR que nous essayons de développer. Et la question des loyers, c'est un des postes qui augmente le plus. Les librairies indépendantes sont généralement situées dans des locaux en plein centre-ville, des locaux qui ont une valeur importante. Généralement, les propriétaires sont des propriétaires privés qui sont assez peu sensibles à la situation économique de leurs locataires libraires. Donc nous avons beaucoup de libraires qui ont à faire face à des revalorisations très importantes de leur loyer et nous avons du mal à trouver des solutions à ce sujet-là. Donc c'est un des sujets avec les aides à l'exploitation qui reste sur la table. Voilà pour ce paysage de la politique publique en faveur des librairies en France.